Allez, on y va pour cette ultime séance, qui est là donc la dernière, puisqu'elle est ultime, de la journée et de l'université d'automne, qui s'appelle Souveraineté européenne ou souveraineté de la France et du peuple, il faut choisir. Je vous rappelle, parce que vous l'avez certainement oublié, que Macron a choisi depuis longtemps, depuis sa première apparition en tant que président de la République, il avait choisi la souveraineté européenne, puisqu'il était avec un fond bleu et les étoiles et les drapeaux qui flottaient, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il n'a cessé de parler de souveraineté européenne pour faire croire que ça voulait dire quelque chose. Alors, que ça voulait dire quelque chose pour chacun d'entre chaque citoyen français et en même temps chaque citoyen des autres pays membres de l'Union européenne. Il se trouve que les faits lui ont donné évidemment tort, ce qui n'était pas un secret pour nous, qui n'était pas une surprise, puisqu'il n'existe pas de souveraineté européenne, malgré les grands efforts d'uniformisation des directives, des lois, des recommandations, etc., de l'Union européenne pour rentrer dans les clous de leurs normes. Et puis, la monnaie d'échange, c'est le pognon. Hein. C'est... comme on parlait de Mélanie, quelqu'un parlait de Mélanie il y a quelques jours, si elle s'est écrasée, c'est pour récupérer le fric qui était provisionné pour l'Italie, etc. Mais c'est pas ce qui l'empêchera de revenir au front, de remonter au front, à mon avis. Donc, et ça ne se traduit pas par une souveraineté européenne. Mais il parle en européen. Vous avez remarqué. Alors, avant, c'était en responsabilité. Et maintenant, parce qu'il parle en responsabilité, il parle en européen. Et puis, le budget de la France, c'est quand même incroyable. Le ministre de l'économie, je ne sais même plus son nom à celui-là, Lescure, je crois, le dernier, là, comment il s'appelle, le dernier, voilà. Il dit, il nous faut absolument un budget parce que nos amis de l'Union européenne attendent que nous ayons un budget. C'est très important pour nos amis de l'Union européenne. Bon, donc ils ont choisi. Voilà. Ils ont choisi ce leurre de la souveraineté européenne, c'est-à-dire du développement de la dictature de l'Union européenne impériale, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Eh bien, en face, quelle est l'opposition possible à ça? C'est de dire que la souveraineté nationale, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous-mêmes ici, c'est celle de la France et du peuple, c'est-à-dire de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire, c'est la seule opposition rationnelle, logique et efficace à la souveraineté européenne. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'entre-deux. Ceux qui ne veulent pas s'opposer à la souveraineté européenne, eh bien, sont pour la souveraineté européenne. S'ils ne s'opposent pas, s'ils ne mettent pas en face la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, eh bien, ils défendent, de fait, ils sont du côté de la souveraineté européenne. Et qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou de je ne sais pas trop quoi, le clivage est là. Moi, c'est ça que je voudrais qu'on discute, c'est-à-dire de voir comment. Et d'abord qu'il faut affirmer que nous, on affirme depuis très longtemps au Pardem, mais quelquefois, il y a des tas de gens qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte, on le sait, enfin, ils n'ont pas envie de comprendre, même s'ils le comprennent certainement de mieux en mieux, à travers notamment l'histoire du budget qui dure quand même, je vous rappelle, depuis 2 ans maintenant, hein, l'histoire du budget rejeté, du 49.3, des décisions de Macron d'organiser une nouvelle
enfin d'avoir un gouvernement qui chute l'un après l'autre, etc. Ils ont compris que le budget de la France était conditionné par l'Union européenne. Il faut démontrer qu'il n'est pas seulement conditionné, c'est qu'il est contraint. Et qu'il est contraint par ce qui existe dans notre Constitution aussi, hein, en tirant un peu, puisque comment il s'appelle ? TSCG. Merci, le TSCG, etc. Donc, choisis ton camp, camarade. Voilà, je résume un peu brutalement. Tu es de quel côté ? Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça doit se traduire dans notre action par une série... dans notre au Pardem, dans notre manière de faire, de textes de plus en plus durs et de plus en plus clairs sur cette question-là. Et s'il faut taper sur les mous, il faut assumer de taper sur les mous. C'est-à-dire, nous avons de faux amis aujourd'hui. Nous avons de faux amis, de mon point de vue, en héritage, parce que nous avons un héritage de gauche, tous ici. Un héritage de gauche, soit de l'appartenance au Parti communiste, ou à l'extrême gauche, ou à la CGT, ou d'autres choses, etc. Et que nous n'avons pas non plus complètement fait le deuil absolu de ça. Nous pensons toujours qu'on peut réparer quelque chose, qu'on peut recoller les morceaux. C'est trop tard. Moi, je vous le dis, c'est trop tard. Je parle là des organisations. C'est-à-dire des directions des organisations syndicales, des directions des partis de gauche, etc. Je ne parle pas de ceux qui adhèrent pendant un an à la CGT et partent en courant parce que c'est trop désespérant. Je ne parle pas de ceux qui sont au Parti communiste, de jeunes qui sont au Parti communiste, qui arrivent, c'est formidable, et puis parce qu'ils sont pleins d'illusions, puis qui repartent. D'ailleurs, ils adhèrent au PRCF pour un certain nombre d'entre eux, parce que ils ne voient pas un brin de communisme au Parti communiste français. Je ne parle pas de ceux qui ont été à France Insoumise et qui sont des milliers à être sortis de France Insoumise. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Il n'y a pas de publicité là-dessus. Il faut avoir... Il n'y a pas d'adhérents en plus à la France Insoumise. C'est antidémocratique. On a envie d'avoir un parti au pouvoir, la France Insoumise, qui n'a pas d'adhérents, où on ne vote rien, où c'est 6 personnes qui décident de tout, y compris du pognon et la distribution du pognon, y compris ceux qui vont être candidats dans tel et tel coin, qui vont être adoubés par le chef suprême. Est-ce qu'on a envie d'un projet politique comme ça ? Vous voyez, toutes ces contradictions doivent être soulevées. Et c'est pas pour être méchant seulement avec Mélenchon, c'est être réaliste par rapport au troupeau qui est dans les assemblées citoyennes de la France insoumise. Comment c'est tolérable, ça ? Si c'était à l'extrême droite, on dirait quoi, ça ? Ben, je sais pas, répondez-moi. On dirait c'est normal, c'est l'extrême droite. Voilà. Et puis sinon, on dirait, putain, c'est les staliniens, éventuellement. Ouais, il y a quelques années, on a dit, c'est les staliniens, tout est décidé du haut. Non, là, c'est pas stalinien, c'est pas d'extrême droite, c'est The New Wave, hein, la nouvelle génération qui n'est pas adhérente, qui peut naviguer comme elle a envie. Un jour elle vient, un jour elle vient pas, machin. Et c'est... Mais en face, c'est payé par quoi ? C'est payé par le fait qu'il y a 6 personnes qui sont à la direction opérationnelle et politique. Et quand les médias interrogent Mélenchon, quelquefois, moi ça m'énerve parce que je dis, mais merde, il est pas député, il est pas machin. Mais ils ont tout compris, ils savent que c'est Mélenchon qui décide. C'est pas un complot, ce truc-là. L'influence, elle est là. Et c'est objectivement vrai. Parce que c'est lui qui a le pognon. Hein ? Donc, comment on choisit ? Il faut taper et il faut pas avoir la trouille. Quand on veut taper comme ça, il faut être bien dans ses godasses. Il faut savoir ce qu'on veut.
Voilà. Est-ce que c'est plus dur de faire le deuil d'une gauche qui n'existe plus aujourd'hui, d'une gauche comme on l'a, de la gauche transformatrice, de la gauche anticapitaliste, de la gauche socialiste, de la gauche communiste, enfin de tout ce que vous voulez? Non, ça n'existe plus. Et d'une certaine manière, en n'allant pas jusqu'au bout de la dénonciation, c'est-à-dire la dénonciation, c'est pas le procès politique, c'est de montrer le réel. Ne protégeons plus ceux qui sont contre la démocratie. Par le fait qu'ils soutiennent la souveraineté européenne et par le fait qu'ils acceptent, ils tolèrent ou ils taisent la réalité de ceux qui apparaissent le plus à gauche aujourd'hui, le plus à gauche, le plus du côté du peuple, le plus du côté de la vérité, c'est-à-dire la France insoumise. Ce sont des imposteurs. Moi, je vais vous dire, on pourrait faire un truc comme ça au Pardem. On est 5, on se démerde. Vous faites des assemblées citoyennes. Et puis voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. On fait des réunions, on fait des congrès. D'ailleurs, c'est bientôt le congrès au mois de mars. Il ne faut pas l'oublier. Avril, maintenant. Et donc, mais voilà, ça discute. Il y a des gens qui ont quitté le Pardem il y a quelques années. Il y a des gens qui ont quitté le MPA parce qu'ils ne voulaient pas faire le Pardem. Voilà, si on avait été seul à décider à 5 pleu, bah, c'était pas un problème. Là, ça a été, voilà, c'est libre. Il y a eu des votes, il y a eu des textes, des orientations, il y a eu des congrès. Et c'est normal. Et c'est normal. La liberté d'adhérer confère la liberté de démissionner de son adhésion. Eh bien, à la France insoumise, on n'adhère pas, comme ça on ne perd pas d'adhérents. Eh ben oui. Bon, voilà, je me suis énervée contre la France insoumise, parce que je pense que c'est notre dernière digue. Voilà. Donc, il faut choisir. J'ai fini. Personne suivante. Qui veut prendre la suite? Je sais pas, moi j'ai quelques mots à dire. Eh ben, vas-y, allons-y, faisons la souveraineté européenne, c'est un oxymore. C'est deux mots qui se rencontrent et c'est une arnaque. Voilà, en fait, c'est une arnaque de Macron. Mais on est habitué aux arnaques de Macron. Hein, voilà. Finalement, compte tenu de ce qui se passe en France, je vais utiliser là encore un mot de Macron, nous sommes en guerre. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais en réalité, là, actuellement, oui, nous sommes en guerre. C'est-à-dire que la patrie est en danger. Sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté, sur le plan de la paix. Quand je dis la France est une ZAD à défendre, c'est pour répondre à toutes ces attaques qui viennent de Macron, mais surtout qui viennent de l'Union européenne. Alors, voilà. Nous sommes plusieurs organisations. Nous semblons avoir un programme ou un début de programme. Je veux dire, élargissons l'écoute, faisons de l'éducation populaire politique. Alors, avec la population, avec les syndicalistes, enfin ceux qui sont syndiqués, bon, avec les associatifs, avec les fonctionnaires, avec les petits artisans, les petits commerçants, les agriculteurs. Je pense que essayons d'élargir nos groupes pour mieux créer une poussée populaire. Sans la poussée populaire, il ne se passera rien. C'est la poussée populaire qui déterminera l'acte politique de libération de la France. Et donc de libération
du peuple. Alors, ce que moi je propose aux camarades, c'est d'organiser au printemps une assemblée populaire, une université populaire de combat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Bon, ben, je vais suivre dans cet ordre si Voilà. tu ne vois pas d'inconvénient. Alors, moi d'abord, je pense que faut faire la différence entre les partis politiques et les syndicats. Autant nous pouvons, appeler à contourner les partis politiques, autant vis-à-vis des syndicats, ça n'est pas du tout la même chose. Il faut se placer dans un cadre syndical habituel, c'est-à-dire une entreprise, il y a des syndicats, et le syndicat, quel qu'il soit, c'est le seul instrument que les travailleurs ont pour se défendre. Et donc, l'adhésion au syndicat, quel qu'il soit, est un devoir pour tout travailleur, quelle que soit l'orientation du syndicat sur le plan national. Mais si dans ta boîte, par exemple, il y a la CFTC, tu peux commencer à adhérer à la CFTC s'il n'y a que ça. Ça te permet de rencontrer un certain nombre de gens et au bout d'un moment, tu crées la CGT. Mais tu as la CGT à toi, pas la CGT Confédération. À Binet. C'est pas du tout pareil. Le syndicalisme, c'est un niveau. Il y a des superstructures, il y a les branches professionnelles et les appareils des confédérations, mais ce qui compte, c'est les syndicats de base. Et le syndicat de base, il faut adhérer. Ce qui n'empêche pas la critique de l'orientation de la confédération, bien au contraire. Mais voilà, donc c'est pas pareil. On ne peut pas traiter de la même manière le parti politique et le syndicat. Le syndicat, tout travailleur devrait adhérer à un syndicat. C'est pas pareil pour un parti politique. Parce que le parti politique, il a une orientation, un programme, et donc les gens s'y retrouvent ou ne s'y retrouvent pas. Mais le syndicat, la vocation d'un syndicat, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Ce qui n'est pas la vocation d'un parti politique. Donc, je pense qu'il faut faire la différence, parce que de l'expérience syndicale, bien entendu, peut naître plus facilement la politisation. La seconde étape, c'est, à partir de l'expérience syndicale, la politisation et l'engagement dans le combat politique qui va prolonger l'action syndicale. Et ensuite, je pense que si on regarde la séquence politique qui s'annonce là jusqu'à la présidentielle, puisque il y a toujours, on est toujours enfermé dans cette dinguerie d'élection présidentielle, la probabilité que Bardella gagne l'élection est très forte. Là, je pense d'ailleurs que je ne vois pas comment on va échapper à la victoire de Bardella. Ça me semble difficile d'y échapper. Tout est fait, tout est organisé pour qu'il soit élu. On a parlé, son invitation au MEDEF, une partie du patronat fait alliance maintenant, voit que un des débouchés possibles politiques par rapport à LR, à la désintégration de la droite classique, c'est le RN, parce que le RN, c'est quand même le bon élève du libéralisme. Il est tout à fait en phase avec tous les canons du néolibéralisme. Donc, il ne présente aucun danger pour les classes dominantes. Et en plus, il a la confiance d'une partie des classes populaires, ceux qu'ont perdu à la fois la gauche et la droite classique. Donc ça présente beaucoup d'intérêt de favoriser Bardella. Et donc, je pense que Bardella, tous les sondages le donnent
a des scores quand même impressionnants. Il est clair qu'il sera au deuxième tour, toutes choses égales par ailleurs, bien entendu. On n'est pas il peut y avoir un événement, un choc externe dans la vie politique, ou une guerre, ou un cataclysme naturel, ou je ne sais quoi, qui change peut-être les données du problème. Mais toutes choses égales par ailleurs, les rails conduisent à la victoire de Bardella, alors présent au premier tour. Et au deuxième tour, alors que peut-il se passer au deuxième tour? On le sait déjà, ce qui va se passer. C'est qu'il y aura la droite, on l'a vu aux élections partielles, on le voit dans les votes à l'Assemblée, la droite va appeler à faire barrage à Mélenchon. Parce que Mélenchon, la probabilité que Mélenchon soit au deuxième tour est également assez forte. Et donc, il y aura un duel Bardella-Mélenchon. C'est ce qui paraît aujourd'hui le plus probable. Et bien là, le barrage, les castors vont changer de camp, et ils vont faire barrage contre Mélenchon. Contre Mélenchon. Donc c'est intéressant, parce que finalement, on va voir comment ça va se passer. Une partie de la gauche va soutenir Mélenchon, forcément. Il y aura des abstentions, mais je pense que non, parce que celui qui appelle à ne pas voter pour Mélenchon sera mal vu. On va l'accuser de faire le jeu de Bardella, du FN, des fascistes. Et donc il va y avoir encore, on va remettre une pièce dans la machine avec ce système de vote par défaut, de vote contre, pour empêcher tel ou tel, etc. Donc je pense que tout ça est écrit. C'est comme ça qu'on ne voit pas comment ça pourrait se passer autrement. Sauf si, évidemment, une bataille politique claire, intense, modifie les paramètres. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire d'abord qu'il faut clarifier LFI. On ne peut pas soutenir LFI. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'expérience de Tsipras en Grèce est assez parlante. Mélenchon, c'est le Tsipras français. Il ne soutient, dans sa vision politique, il ne remet absolument pas en cause l'Union européenne. Si on est d'accord avec ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'Union européenne, l'euro, empêche tout progrès démocratique, tout progrès social, tout progrès économique, environnemental, on ne peut pas soutenir Mélenchon, même au deuxième tour, sous prétexte qu'il faut faire barrage à Bardella. Non, parce que la réponse, en fait, on remet encore une fois une pièce dans la machine, et on donne on soutient une ligne politique qui va pouvoir se poursuivre. Donc si on veut casser ce système, il faut marquer très fortement le refus de soutenir tous les candidats, toutes les forces politiques qui ne sont pas claires sur les conditions du redressement national, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'Union européenne, et un certain nombre de mesures vis-à-vis des forces néolibérales. Donc un combat éclairé, non émotionnel, argumenté, contre Mélenchon, la personne de Mélenchon, contre le contenu de la politique de LFI, contre l'organisation de Mélenchon, de LFI, et donc se muscler sur ce combat, cet axe contre LFI, parce qu'il sera probablement au deuxième tour, et on va nous placer, nous, devant le choix, qui n'est pas cornélien pour moi, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, de voter pour Mélenchon, sinon on fera le jeu de
Bardella et du Front National. Faire le jeu du Front National, c'est voter Mélenchon. Voilà. Si on vote Mélenchon, on fait le jeu du Front National, parce que on continue une fausse opposition, puisque aucun des deux n'a l'ambition et n'a le projet de renverser la table. Donc, clarté politique sur LFI et sa stratégie, Mélenchon, sa dinguerie, enfin tout ce qu'on veut. Donc il y a ça. Les Verts, le PS, je pense que là, il faut continuer à taper dessus. Tant que, surtout le PS, tant que le PS n'aura pas fait son autocritique publique, ce que je disais hier, sur le tournant de la rigueur, on ne peut plus voter pour ce parti politique. Ça n'est pas possible. Alors, il le fera, il ne le fera pas, je dirais à la limite, peu importe, mais tant qu'il ne le fera pas, il n'aura pas une seule voix. Évidemment au premier tour, mais au deuxième tour également. Aucun candidat du PS ne peut avoir le soutien d'autres soutiens. Et puis le FN, le RN. Le RN, évidemment, si on prend cette position, pas de barrage, abstention révolutionnaire, eh bien, on va nous dire, ce que je disais, c'est-à-dire vous faites le jeu du Front National. Ben, il faut avoir un corpus argumentaire qui démolit le Rassemblement national. On ne peut pas se laisser accuser de faire le jeu du Rassemblement national. Donc il faut qu'on ait un corpus, des textes, des vidéos, etc., contre le Rassemblement national. Et je pense que muni de cet ensemble théorico-pratique, argumentaire, on peut aller au combat. On peut aller au combat avec confiance. Parce que la suite logique, c'est quoi? C'est ce qu'on avait déjà évoqué, plus ou moins. C'est-à-dire le fait que, certes, le Rassemblement national puise beaucoup de voix dans les classes populaires, mais quand on regarde, quand on met en proportion, disons, les résultats électoraux, eh bien, comme il y a 50% d'abstention, surtout des classes populaires, il faut diviser les scores du RN par 2. Ça ramène à des proportions plus raisonnables. Et ça veut dire que nous, finalement, on s'adosse beaucoup plus sur les abstentionnistes. Parce que c'est parmi cette catégorie politique, je dirais, ce comportement électoral, que l'on peut faire bâtir quelque chose. Ça veut dire donc encore un corpus argumentaire destiné aux abstentionnistes, pour leur montrer que ceux qui sont vraiment contre le système, qui sont les vrais opposants, pas la fausse opposition, comme les Philippot, les Asselineau, etc., eh bien c'est nous. Et que on pense que les abstentionnistes peuvent passer d'un acte individuel, qu'est l'abstention, à un comportement politique qui est cette fois-ci une abstention organisée, c'est-à-dire c'est toujours un peu le mode d'emploi des gens qui veulent faire bouger les choses, c'est-à-dire la création de comités de base. Pour tous les sujets, il faut créer des comités de base. Et au bout d'un moment, ces comités, ils vont se fusionner, se regrouper, etc. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un schéma politique qui est intéressant. Et alors, ça veut dire, et je termine là-dessus, parce que nous, on a quand même pendant des années, les uns ou les autres, de façon différente, travaillé à l'intérieur surtout du Parti communiste. Alors évidemment, quand on travaille à l'intérieur du Parti communiste, c'est-à-dire qu'on reste dans le parti, mais on essaye de faire évoluer la situation. Historiquement, en tout cas en France, ça a toujours échoué. Toujours échoué, toujours. Non mais partout.
Ça dépend, les bolcheviks, les mencheviks, enfin, dans les partis sociodémocrates, où il n'y avait pas, la règle du centralisme démocratique, c'est pas tout à fait pareil. Quand il y a le droit de tendance, hein, c'est pas la même chose. Ça Et a donc, toujours marché dans l'autre sens, c'est-à-dire pour aller vers la droite, hein, en revanche. Oui, enfin, je termine mon raisonnement. Donc, à l'intérieur du Parti communiste français, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, il n'y a strictement aucun espoir. Zéro. C'est de la bouillie, le Parti communiste. Et la majorité, moi je discute, je vois quand même un certain nombre de militants communistes, ils sont de la bouillie idéologique. Alors ils arrivent à masquer ça par une sorte de nostalgie fictive. Si on regarde le comportement de Roussel, une de ses dernières vidéos, vous savez, hein, c'est la recette du pain perdu. Vous avez vu ça. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le fait d'essayer d'avoir une identité, de coller, de redonner au Parti communiste une identité populaire qu'il a perdue complètement, mais de manière fictive. Parce que c'est pas parce que on rappelle le passé, les grandes heures du passé, que dans le présent, on va redevenir ce qu'on a été avant. C'est fini. Et donc, il y a bien des communistes éclairés qui restent, mais enfin, il faudrait leur donner des médailles, parce que c'est impossible. C'est encore une fois une telle bouillie que c'est terminé. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, on le voit, c'est des nano-partis. Buffet, 1,5% aux élections, à la présidentielle. Comment il s'appelle? Roussel. Alors, Roussel, il est content parce qu'il a une forte notoriété. Évidemment, la recette du pain perdu, on est sûr de faire beaucoup Toutes les ménagères. Voilà, on a de la elles sont au notoriété. taquet. C'est ce que disait Robert Hue. Robert Hue, il était content parce qu'il avait, je ne sais plus quel taux de notoriété. Moi, je lui avais dit, mais attention, la notoriété, c'est pas un accord avec un contenu politique. C'est parce que des gens te connaissent, on te voit à la télé, etc. C'est exactement pareil. Parce que le contenu politique et le soutien politique au Parti communiste, il est très faible. Ça ne reviendra pas. Donc, il ne faut pas avoir l'espoir de vouloir transformer de l'intérieur ni le Parti communiste et encore moins LFI. Encore moins LFI parce que le caractère désorganisé en apparence, attention, c'est une désorganisation apparente encore une fois, parce qu'il y a un système à la fois juridique avec deux associations de financement, etc., qui contrôlent le tout, et donc on ne peut pas, il n'y a pas de droit de tendance, il n'y a rien, on ne peut pas modifier de l'intérieur. Il y a des assemblées dans lesquelles c'est celui qui a la plus forte gueule qui l'emporte. Et il y a la claque de Mélenchon, il y a des pseudo-services d'ordre, on se fait évacuer rapidement. Donc aucune illusion à avoir avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualité, ici ou là, tu en as cité quelques-uns. Ces gars-là, ils vont rester un certain temps et puis ils vont exploser en vol. Leur durée de vie est comptée. Ils le savent peut-être d'ailleurs. Alors, il faut en profiter avant de partir de force ou volontairement, parce qu'ils auront été épuisés, découragés, etc. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, si on fait cette analyse, qui n'est pas très réjouissante quand même, le seul élément réjouissant, pour moi, c'est les abstentionnistes. Pas tous les abstentionnistes, mais les abstentionnistes qui font un choix politique de constater ce paysage politique dévasté et qui disent moi je m'abstiens, je me mets en réserve. Et le moment venu, je reviendrai au vote, c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand il y a des enjeux, les gens reviennent au vote. Mais donc, une stratégie d'organisation des abstentionnistes. Il faut les organiser. Il faut trouver le moyen de les rassembler sur cette base qui explique leur comportement électoral.
C'est pas facile, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? L'autre solution, c'est d'accepter, de se laisser aller dans le courant, c'est-à-dire de comprendre que finalement, si on vote pour Mélenchon, il n'y aura pas de candidat de gauche, il y aura 2 candidats de gauche, il y aura Mélenchon et puis un candidat socialiste soutenu par les communistes et les Verts. C'est comme ça que ça va se passer. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc Mélenchon, il va arriver avant, certainement, devant le candidat socialiste, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il a une stratégie électoraliste de clientélisme sur la population immigrée, enfin, d'origine immigrée. Les européennes, qu'est-ce qu'a fait LFI aux européennes? LFI a fait une campagne sur Gaza aux élections européennes. Gaza, évidemment, ça n'est pas acceptable. Il faut condamner, agir, dénoncer le gouvernement israélien, etc. Mais est-ce que c'était l'occasion aux élections européennes de faire une campagne uniquement sur Gaza? Déjà de se présenter à l'élection européenne, qui est une farce. Et donc pourquoi il a fait cette campagne sur Gaza? Pour consolider un électorat maghrébin d'origine immigrée. Ça marche pas mal son truc. Mais ça marche électoralement, politiquement. Et dans la durée, ça va où ça? Ça va nulle part. Ça va nulle part parce que les gens s'accrochent à la personnalité de Mélenchon. Ils disent, tiens, quelqu'un qui nous défend. Le seul qui nous défend. Donc, ça marche pour cette population. Mais politiquement, ça ne va nulle part. Donc, on ne peut pas mettre le doigt dans cet engrenage. Et raison de plus, je reprends le mot de Gilles, il faut brûler nos vaisseaux. Brûler nos vaisseaux. Dire les choses avec force, sans agressivité, de manière argumentée, mais donner, objectiver ce que beaucoup de gens ressentent plus ou moins clairement de ce que l'on comprend du paysage politique et des comportements à adopter pour la période qui vient des présidentielles. Bon, voilà mon point de vue sur le sujet. Très bien. À toi. Je vais essayer d'être rapide, j'y arrive un peu plus. D'autant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je partage, non pas à titre personnel, mais au nom du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France, qui effectivement fait beaucoup d'analyses semblables. Sur le plan d'abord des élections, on ne va pas se mentir, dans notre formation, il y a une discussion, déjà, pour savoir, effectivement, ça polarise. Et quand on est matérialiste, on est obligé de regarder, concrètement, 2027 polarise déjà des tas de cerveaux. Pas les nôtres. Nous sommes relativement tranquilles par rapport à ça, parce que nous savons comment ça va se passer. Le schéma décrit par Jacques est plus que probable. Et d'ailleurs, à vrai dire, vous voyez, une phrase qui serait difficile à expliquer, c'est pas de dire que quelque part ce serait bien que Bardella soit au pouvoir, pas du tout, dans l'absolu. Cela étant, il se retrouverait confronté, comme on l'a dit, à tout ce qu'il ne cesse de promettre et qu'il ne pourra pas assurer. Ce n'est pas possible. Si je vous dis ça, c'est parce que ce raisonnement commence à progresser en disant, alors je ne dis pas au PRCF, je dis simplement dans certaines têtes qui jusqu'alors pouvaient faire barrage, justement, et dire, voyons, après tout, et de toute façon, ils risquent d'échouer. D'ailleurs, c'est même pas ils risquent, c'est ils échouent. Ils échouent. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, nous avons cette discussion-là, et en 2022, le PRCF a fait un choix très clair. C'était celui de « on peut soutenir personne ». En 2017 et en 2012, nous avions appelé à soutenir de manière critique. D'ailleurs, il nous avait écrit, Jean-Luc Mélenchon, pour nous rencontrer notre comité central, juillet 2016. Moi, j'étais en vacances, je ne pouvais pas être là, pour négocier
le soutien par rapport à sa phrase qu'il avait dite, l'UE, on la change ou on la quitte. Et comme je l'ai dit hier, il ne s'agit pas de dire que nous y croyons absolument. On n'est pas fous. En revanche, le simple fait qu'une personnalité qui a des millions de voix potentielles, comme ça a été le cas, puisse faire entendre cette voix-là, pour nous, ça nous paraissait bien. Et puis on savait très bien qu'il y avait des risques, de toute façon, ça ne tienne pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas tenu, puisque son plan A, plan B, il ne l'a même pas édité. Donc ça, on le savait. Tout ça, on le sait. Donc nous, notre raisonnement, il est surtout tactique. Il est surtout tactique. Pour 2022, ça a été le cas, on s'est dit, c'est impossible d'appuyer officiellement une candidature qui, sans même parler de l'UE, de l'euro, expliquait que, puisque je l'ai entendu le 5 décembre 2021 à Nanterre, dire que l'industrialisation, c'était pas un sujet, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la consommation. Bon, donc, si vous voulez, quand on en arrive à là... Qui a dit ça? Jean-Luc Mélenchon. Le 5 décembre 2021 à Nanterre, j'étais stupéfait d'entendre un raisonnement économique proche du néant. Donc, mettons ça de côté. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'après, nous, la seule question que nous nous posons, c'est tactiquement, que faire, effectivement, sur la partie électorale, par rapport à l'abstention. Si vous regardez le résultat du scrutin européiste, là aussi, le vocabulaire, utilisons notre vocabulaire. Il n'y a pas d'élection européenne, c'est un scrutin. C'est un scrutin européiste pour valider des institutions illégitimes. Lorsque le taux de participation était très élevé, et je peux prendre un seul exemple que je connais très bien, c'est le cas des Pyrénées-Orientales, où je vais depuis que je suis tout petit. Pyrénées-Orientales, maire de Perpignan, Louis Alliot, 4 députés, tous RN. Vous regardez les scores au scrutin européiste, le taux de participation était autour de 60-65%, c'est-à-dire quasiment 10 points au-dessus de la moyenne. Le RN fait du 70%. Donc il y a un vote, qu'on le veuille ou non, d'adhésion populaire sur des bases fausses la plupart du temps, on l'a dit hier, mais c'est une réalité au RN. Et sur des bases fausses. Et moi-même, j'ai des amis qui sont commerçants, qui sont artisans, ce que vous voulez, quand je vais dans le petit village du sud de la France où je passe mes vacances depuis tout petit, leur point de départ, c'est pas l'immigration. Leur point de départ, c'est les conditions matérielles. Mais ils en arrivent à bifurquer d'une manière ou d'une autre parce que, voilà, sur... Alors moi, j'ai pas le droit à ça. Pendant ce temps, il y en a, ils ont droit aux allocs. Vous voyez, vers quoi ça peut aller. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il y en a... Un électorat raciste, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous, d'une part. Et d'autre part, ça veut surtout dire que les bases sont matérielles. Donc, une campagne à mener doit être menée sur des bases matérielles. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Daniel. Alors, c'est assez marrant ce que tu as dit. Parce que, figurez-vous que nous, lorsque nous sommes présents dans les manifs ou aux portes des entreprises, parce que Jacques a tout à fait raison sur un point, nous appelons clairement nos camarades à la syndicalisation, à la base, et pas qu'à la CGT. Moi, je suis au SNES FSU qui est devenu catastrophique dans le Nord. Je vous ai parlé du dernier congrès. J'ai un camarade qui a quitté le SNES FSU, qui est enseignant, qui a rejoint FO. Il y en a un autre qui a décidé de rejoindre la CFDT, parce qu'on peut trouver des gens très bien aussi là-dedans. On peut en trouver. Donc nous ne sommes pas dans l'exclusive. Simplement, ce que tu disais est tout à fait exact de ce point de vue. À un moment donné, c'est pour faire avancer aussi progressivement, a priori ce qui est censé mieux défendre les travailleurs, la CGT. En portant cependant une ligne, pas forcément politique dans le sens parti, mais au moins une ligne avec des mots d'ordre. Avec des mots d'ordre. Et là, j'en reviens à ce que disait Daniel. Vous savez, dans le fond, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le PRCF, on commence vraiment dans les manifs et tout, c'est bon, on est accepté. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, au moment de la destruction du Code du travail, quand on allait à Paris, on s'en prenait, des pierres, des machins, des insultes, des crachats. On a tenu, on a fait 14, il y avait 14 manifs à l'époque, je m'en souviens, de début mars jusqu'à mi-juin, fin juin. On a réussi à distribuer 60 000 tracts, on n'était pas très nombreux à l'époque, et on a commencé à créer un effet d'entraînement, des adhésions, notamment de jeunes, j'en parlais. Et maintenant, ce sur quoi nous sommes attendus, ce sont des propositions, en fait, de plus en plus, parce que l'analyse a progressé. Et je dirais que l'analyse a progressé pour chacun de nos mouvements, parce que, en réalité, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes complémentaires dans nos approches par rapport au public auquel nous allons nous adresser. Nous nous adressons certainement à tous les publics, mais il se peut que, dans la façon dont nous énonçons notre message, eh bien, il y ait plus un public, entre guillemets, prioritaire, au moins dans la réception.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce que nous, on s'est dit récemment, enfin récemment, ça fait maintenant quand même 1 an et demi, 2 ans, c'est quels sont les points majeurs. 1, la démocratie. La démocratie. Ça, c'est un mot qui passe. 2, le progrès social. Tu l'as dit, c'est le mot qui passe. 3, la paix. Et on a fait volontairement exprès de terminer sur le 4e point parce que ça nous paraît la clé, l'indépendance nationale. C'est d'ailleurs un tract qu'on a, c'est-à-dire qu'on fait un tract recto, on explique pourquoi ça ne va pas, et au verso, on indique pour la démocratie, pour le progrès social, pour la paix, pour l'indépendance nationale. L'ordre n'est pas anodin. Parce que ça rejoint la question de Michel, c'est-à-dire que la clé de voûte de tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est l'indépendance nationale. Et c'est clair que le positionnement ne peut se faire que par rapport à cette question-là. Pour l'anecdote, je pense qu'un certain nombre d'entre vous a lu L'étrange défaite de Marc Bloch. Si vous regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il explique à un moment donné, pour expliquer les causes de la défaite, que, par définition, que les partis de droite se réjouissent de la défaite de 1940, il n'y a pas à être surpris. C'est leur fonds de commerce, c'est ce qu'il dit. C'est le cas en 1792. C'est le cas en 1871. C'est-à-dire, ils ne veulent pas de changement. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont, je ne parle même pas de révolution, ils sont anti-patriotiques. Le mot-clé, c'est la patrie. Je parlais de la patrie en danger. Et de ce point de vue, nous, au PRCF, nous avons effectivement, nous menons ce travail aussi sur l'association de l'internationalisme, évidemment, mais aussi du patriotisme, de la patrie. Et je vous dis ça parce que quand on venait il y a 10 ans dans les manifs, mettre un drapeau tricolore, c'est tout bête, mais rien que ça déjà. Avec le drapeau rouge, parce que le drapeau rouge naturellement. Maintenant, ça passe de plus en plus. Ça passe de plus en plus. C'est-à-dire qu'on parlait d'argumentation, effectivement, de corpus idéologique. Mener le combat patriotique et populaire, nous appelons ça alternative rouge et tricolore. Alternative rouge et tricolore. Patriotique et populaire. Il y a encore quelques temps, quand vous étiez aux obsèques, enfin à l'hommage public en faveur de Léon, nous avons rappelé que le drapeau cubain, ses couleurs, elles ont été savamment choisies. Elles renvoient à quelque chose. Elles renvoient à un combat révolutionnaire pour la souveraineté patriotique, pour la patrie. La Russie aussi. Bien sûr. Ce n'est pas par hasard si ces couleurs ont été choisies. Eh bien ça commence à changer dans les têtes. Dans les têtes de qui ? Pas des dirigeants politiques, ni même syndicaux. D'ailleurs, soyons clairs, je parle des confédérations, je parle des états-majors nationaux. De toute façon, Fabien Roussel, son vrai problème dans le fond, c'est que c'est un feignant. Il ne fout rien. C'est son problème majeur. Il ne travaille pas. Il fait du pain perdu, c'est vrai. Et plus perdu que pain, à mon avis d'ailleurs. Mais si vous voulez, il ne fout rien. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a une petite affaire aux fesses pour un emploi fictif en tant que collaborateur parlementaire il y a quelques années. Et je peux vous assurer que ce n'est pas que du vent. C'est pas que du vent parce que, en réalité, au sein, notamment je l'ai dit hier, de la jeunesse communiste, au sein même, c'est vrai, et il faut voir d'ailleurs par parenthèse le nombre, enfin l'évolution sociologique de ce qui soutient LFI. C'est assez spectaculaire. Moi je le vois à Lille, c'est impressionnant. En réalité, vous avez des gens qui commencent à prendre conscience, en effet, de cette question de la patrie, la question patriotique, qui renvoie inévitablement à ce que disait Jaurès là-dessus. J'ai même pas besoin de parler d'Hénie et tout, il suffit de lire Jaurès. Il suffit même de lire Robespierre. D'ailleurs, par parenthèse, c'est l'une des meilleures portes d'entrée. Je crois que pour nous, dans notre stratégie, nous y réfléchissons beaucoup au PRCF, on est en France. Et nous avons un grand passé révolutionnaire sans figure étrangère. La figure de Robespierre, c'est la figure certainement la plus clivante. Je peux vous assurer que nous avons une banderole avec la figure de Robespierre, la figure de Lénine. La figure qui fait peur, c'est celle de Robespierre. C'est pas celle de Lénine dans les cortèges. Vous lisez ce que dit Robespierre, c'est du proto, entre guillemets, j'exagère, je vais plus vite, pas faire une analyse, ce qu'on pourrait qualifier de proto-communisme. En tout cas, c'est comme ça qu'un historien, Albert Mathieu, qualifié, déjà analysé Robespierre et Babeuf. Bon. Eh bien, si je vous dis ça, c'est parce que, pour nous, articuler ces 4 éléments dont je viens de parler, avec, en clé de voûte, la patrie, l'indépendance nationale, c'est le meilleur moyen, déjà, de combattre le RN. De combattre le RN,
de dire qu'ils sont anti-patriotiques. Tout comme d'ailleurs Filippo et Asselineau, puisque, par parenthèse, il faut signaler qu'on peut très vite les démonter sur un seul argument. Je vous rappelle que ce sont de très grands défenseurs, avocats de Donald Trump. C'est-à-dire, qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent avocats à leur corps perdu de l'OTAN. Car Donald Trump n'a jamais dit qu'il voulait supprimer l'OTAN. Ce qu'il souhaite, c'est que les pays européens s'occupent du financement de l'OTAN et fassent monter à 5%. Mais pourquoi Donald Trump aurait-il intérêt à ce que l'OTAN soit supprimée alors que c'est l'occasion de faire pression sur la Russie sur tout le reste? Là aussi, on peut très vite les démonter, les Filippo et Asselineau. C'est très simple. Et disant cela, et je vais rapidement conclure, je pense que, alors là, on parlait de tactique. Tactiquement, Lénine envisageait, je reviens à Lénine, mais je peux parler de Thorez aussi, envisageait tous les moyens possibles et imaginables à disposition. Par exemple, nous ne sommes pas là à dire abstention, piège à con. La preuve, on l'a déjà fait et on continuera, ne serait-ce que pour le scrutin européiste. Pour les régionales, c'est déjà arrivé aussi, et pour cause, parce que les lenders à la française, on n'en veut pas. Bon. En même temps, on ne dit pas élection, piège à con, dans le sens où si jamais ça peut permettre de faire avancer à un moment donné une idée, ou un programme, parce que c'est le cœur, on l'a saisi. Disant cela, ça veut dire que non seulement il faut envisager, bien sûr, quand c'est possible, des candidatures, un soutien éventuellement à un endroit, à un moment, dans une élection, si jamais, je dis bien si jamais, il y aurait tellement de conditions que... Mais j'ajoute que nous devons aussi raisonner dans un cadre, comment dirais-je, moins institutionnel. D'ailleurs, on l'a fait en réalité. Quand tu parles de brûler les vaisseaux, quelque part, ça nous envoie forcément aussi vers des solutions qui ne seront pas parfaitement institutionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis toujours assez sidéré d'entendre nos dirigeants parler de la patrie des droits de l'homme, en oubliant, de toute évidence, ils l'ignorent, que c'est la révolution, la décapitation du roi qui a permis d'avoir les droits de l'homme, et rien d'autre. Pas le dialogue social, pas la collaboration avec je ne sais quoi. C'est ça qui a permis. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Et c'est pour cela que partir du programme, partir de le programme, rien que le programme, avec des mesures concrètes, immédiates, ce qui peut rejoindre aussi ce que tu proposais hier, des décrets d'application sur quelques mesures fondamentales. On en a ici, je voudrais vous les montrer. Bon, qui font large. Eh bien, et je ne dis pas que ça doit être en soi les mesures du PRCF, c'est pas ça. C'est mettre en débat, discutons, voyons vers où on peut aller pour avoir une ligne politique. Et effectivement, c'est le meilleur moyen non seulement de s'adresser aux abstentionnistes qui s'intéressent à la politique. Lénine disait déjà dans l'État et la Révolution que tout est fait pour que les travailleurs se désintéressent de la politique, se désintéressent de la démocratie. Tout est fait pour. C'est ce qu'il disait dans l'État et la Révolution en 1917, peu avant que les bolcheviks prennent le pouvoir. Il le dit. Et je peux vous assurer que des élèves, vous pouvez leur parler, sans le faire trop explicitement, vous en doutez, mais politique. Je pourrais vous montrer une photo que j'ai sur mon téléphone portable, certains ont vu, où j'ai mes élèves de terminale l'année dernière, ils se sont fait prendre en photo avec la remise de diplôme, point levé, tous. Tous. Je vous assure que je n'ai jamais parlé en classe, c'est normal d'ailleurs. Mais bien sûr. Jamais, j'ai même pas besoin. L'analyse concrète d'une situation concrète. Et me semble que si nous allons dans cette voie, alors nous avons la possibilité effectivement de créer les bases, de renourrir les esprits et d'espérer ensuite organisationnellement entre nous, j'ai entendu les propositions qui ont été faites, je n'ai aucun mandat décisionnel, mais je rapporterai l'ensemble des échanges de ce week-end aux camarades du PRCF parce que c'est important dans notre réflexion pour 2027. Très franchement, pour 2027, nous ne risquons pas vraiment d'appeler à voter pour quelqu'un. Hein ? Comment voulez-vous, vu ce qui est proposé? Et en revanche, ce que nous appelons, c'est ce qui est une ligne, un slogan. Et je termine juste sur un tout petit truc. Tactiquement, et je dis bien tactiquement, je ne vous cache pas qu'il y a des camarades qui ont peur par rapport à Le Pen ou Bardella. Et vu ce qu'a dit Jacques, vous voyez ce que ça peut vouloir signifier chez certains. Nous l'entendons. Mais ce que nous disons, c'est que
Quand bien même vous mettriez le truc, un, c'est même pas sûr qu'il gagne. C'est même pas sûr. Et deux, si jamais vous voulez le mettre, dites bien que c'est un vote militaire et rien de plus. Aucun soutien politique à des gens qui, quoi qu'il arrive, continueront les mêmes politiques. Mais simplement, si vous voulez attirer à vous tout un ensemble de syndicalistes dont on parlait, etc., pour qui vous prononcez le nom RN, je ne vous explique même pas. Mais si vous voulez les attirer vers vous, c'est de ce point de vue qu'il faut apprendre à louvoyer, comme disait l'autre. C'est par le louvoiement vraiment verbal et pas plus, pas plus. Tant qu'on a le programme et qu'on a la ligne, on est tranquille. C'est justement ça le truc de LFI, c'est que la ligne, bah, c'est simple, c'est une fois que le chef a décidé que ça changeait. Hein, et le centralisme démocratique, pour le coup, ça n'existe pas chez LFI et ça se voit. Chez nous, c'est différent. Et je pense que si nous avons ces éléments-là, avec la capacité à bâtir sur quelques propositions, quelques de décrets ou de mesures, les deux à la fois, parce que qu'on le veuille ou non, il faut partir aussi de choses qui détonnent. Là, nous serons en mesure justement de créer petit à petit le seul bloc qui existe, c'est-à-dire le bloc patriotique et populaire. C'est ça la véritable alternative, dans le fond, à tous ceux qui se prétendent opposition, et sans compter nos dirigeants. Je m'arrête là.